L'écran, la seule chose que je ne sais pas pour ceux qui sont en Zoom, vous n'aurez peut-être pas l'écran plein comme ça, mais peut-être ce que moi je vois sur mon ordinateur. Si, Donc, ils auront l'écran. ouais, bon, bah, on verra. Et il y a aussi une vidéo qui aura à un moment donné, et je ne sais pas si le son passera, et si le son passe pas, ce qui est important, c'est les images. Donc, pas d'inquiétude. Hop, alors je vais partager l'écran. Attends, mais si je partage ça, c'est peut-être pas mal en fait. Faut couper le démarrage Hop. quand on démarre. Voilà. C'est bon? C'est Eh ben, c'est parfait. à toi de jouer, Constance. Ah, c'est super. Hop, on peut mettre même faire comme ça. Euh, hop, tac et tac. Voilà. Et ben bonjour à tous. Je suis ravie d'être là pour cette présentation. Euh, j'ai posté le mandala que j'ai fait en juin 2019, la première fois que je suis arrivée à Russieux et que j'ai eu l'impression de retrouver ma famille d'âme, la famille du transpersonnel. Donc, j'ai laissé ma première empreinte qui ressemble à des empreintes de bébé de 3 ans. Et aujourd'hui, j'ai un petit peu grandi et je viens vraiment pour m'inscrire dans cette lignée. Pour moi, c'est important de faire cette démarche pour être en lien avec mes enseignants, ceux qui m'ont enseigné, qui sont ici, et aussi en lien avec Groff. Donc, j'ai envie d'honorer mes enseignants et leurs enseignants, tous ces enseignements-là. Et j'ai à cœur dans ma pratique de pouvoir faire honneur à ces enseignants. Voilà. Hop. Alors, voilà. Donc, mon titre, c'est Naître, expérience d'une sage-femme en respiration holotropique. Comment réenchanter la naissance, travail corporel en RH autour de la naissance. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je suis sage-femme. Je pratique plus de manière officielle, mais je continue à être dans cet esprit de la sage-femme et mon activité, elle s'appelle Maïeutique de l'âme. Maïeutique, c'est l'art d'accoucher les esprits. Et voilà, c'est cette démarche-là que j'ai envie d'apporter pour ce regard-là que j'ai envie d'apporter à la respiration holotropique. Et donc, je suis de la promo FRH15. Voilà, donc j'ai mis un grand point d'interrogation parce qu'en fait, nous avons que 20 minutes pour présenter et je me suis dit, bah voilà, qu'est-ce qui peut être pertinent à présenter? Si j'étais à votre place, qu'est-ce que j'aurais envie de savoir, de connaître? Voilà, je me suis posé ces questions-là, donc je ne vais pas présenter tout ce qu'il y a dans mon article. Il y aurait plein de choses que j'aimerais transmettre parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et donc, bah, j'ai pris l'essentiel. Et j'ai oublié de dire que pour ceux qui voudraient avoir mon article ou les éléments de ma soutenance, que je reste disponible et qu'on peut me contacter. Euh, donc ça, c'est le sommaire de mon article. Donc je ne vais pas tout le détailler, mais en fait, c'était juste pour dire que je l'ai présenté comme un enfant qui naît, en fait. La présentation, la tête qui se présente, après le corps de la femme qui se met en travail, après l'enfant qui se fraye le passage pour sortir, le lien avec le cordon ombilical, et puis l'ouverture au moment où il sort et où il naît, ben, ça crée une ouverture dans un monde plus grand. Voilà. Donc, je commence par ce qui me semble être le plus important et ce qui, moi, me touche le plus, c'est le lien entre mort, naissance et accouchement, qui pour moi, c'est un seul et même mouvement. C'est-à-dire que le fœtus doit mourir à son état de fœtus pour naître ensuite à l'état de nouveau-né. Et la femme qui accouche en même temps est dans cet espace-là. Pendant la grossesse, le fœtus et la mère ne font qu'un. C'est le même organisme, ils sont reliés, ils sont dans le même, c'est le même corps à ce moment-là. Et donc, c'est vraiment un processus commun. Et ce processus de mort, naissance, accouchement, il est pour moi
en chaque instant, parce que quand on inspire, l'inspiration meurt pour laisser place à l'expiration, l'expiration meurt pour laisser place à l'inspiration, et c'est un processus à chaque fois. Les battements cardiaques, c'est pareil. Dans notre corps, à chaque fois, il y a des cellules qui meurent en chaque instant et qui se régénèrent. Et donc, on est tout le temps en processus de mort, naissance, accouchement. Après, il y a des processus qui sont bien plus massifs dans déjà la naissance en elle-même. Et comme le dit Groff, c'est quand même la naissance un moment qui est très important dans notre construction psychique. Et dans notre vie, on va avoir plusieurs moments de mort-renaissance plus ou moins importants, même si en chaque instant meurt pour laisser place au suivant. La phrase que j'ai... Oui, Tu as ça sur ton écran. Alors, regarde plutôt. oui, Parce que oui. L'accouchement, donc ça, cette phrase, c'est la phrase qu'il y avait dans mon école de sage-femme sur le mur d'une des salles. L'accouchement, c'est comme un coucher de soleil. On ne peut ni l'accélérer ni le ralentir. Il prend son temps. Et pour moi, ça parle du fait que chaque processus, il a son rythme propre et que finalement, on ne peut pas vraiment intervenir dessus, l'accélérer, le ralentir et qu'on a juste à être avec et à accompagner ça, voir si on prend un coucher de soleil, à s'émerveiller devant ce qui se passe. Et pour moi, ça m'invite vraiment au mot que j'ai noté en dessous, c'est le mot humilité. En fait, on ne maîtrise pas grand-chose là-dedans. Et je mets juste un petit aparté dans le milieu médical où aujourd'hui, on essaye de beaucoup contrôler et gérer les processus d'accouchement, mais en tant que tel, c'est quelque chose qui se déroule par lui-même et il y a juste à être là. Donc là, je viens un peu plus au centre de mon article. Pourquoi j'ai fait cet article? Donc, pour moi, le mot-clé, c'est le mot remédiation, qui vient du latin remedio, guérison. Remédiation, on pourrait dire euh, remodeler ou réorganiser. J'ai du mal à définir un peu ce mot, mais c'est l'idée que le fait de revivre une expérience euh, notamment avec le travail corporel ou l'état de conscience modifié qui est en respiration holotropique, ça va apporter une sorte de réorganisation intérieure, peut-être corporelle, qui va amener à peut-être à apaiser la souffrance ou à être plus en paix, à être plus apaisé. Et j'ai remarqué que ça pouvait avoir une grande utilité dans le cadre d'accouchements qui ont été difficiles, mais aussi dans les grossesses qui n'ont pas été au bout, les interruptions volontaires ou médicales de grossesse et les fausses couches, mais aussi dans les accouchements symboliques, dans transgénérationnel, transpersonnel. Et du coup, il y a aussi des hommes qui peuvent accoucher dans ce travail d'accouchement. Et puis l'autre versant, là où ça pouvait apporter une remédiation, c'est dans le travail de naissance, dans le cas des naissances difficiles. Alors, est-ce qu'il y a des naissances faciles? C'est une grande question, mais en tout cas, il y a des naissances qui restent plus souffrantes que d'autres, à mon avis. Dans les naissances qui ont été non classiques, entre guillemets, puisque c'est la naissance classique, c'est la voix basse en présentation céphalique. Donc, en cas de siège et césarienne, je me suis rendu compte que ça a apporté quelque chose aux personnes qui sont nées de cette manière, de pouvoir vivre une naissance par voie plus classique. Et puis c'est pareil, après il y a toutes ces naissances symboliques, quand il y a des difficultés d'incarnation, des passages de vie, ce travail de naissance, il est intéressant à mon sens. Donc je voulais, comme je l'ai dit il y a quelques instants, le travail corporel et les états de conscience modifiés, l'ARH, elle permet ça, c'est un outil par excellence. J'avais mis un petit panneau attention qui pour moi, c'est important d'être vigilant en intervention en travail corporel, de juste effectuer la juste contre-pression par rapport à la résistance du corps du respirant. Et j'aime bien l'image du bras de fer
où en fait le but, c'est pas d'aller en force et d'aller plus loin que la contre-résistance et de risquer de, de faire des lésions sur le corps du respirant ou voire de traumatiser le respirant, c'est de trouver ce juste équilibre. Et si on est de l'autre côté et qu'on n'y va pas suffisamment, peut-être que le travail ne va pas se faire. Donc, c'est trouver vraiment ce juste équilibre et de trouver le bras de fer équilibré, et ça s'ajuste vraiment en chaque instant. Et la règle du stop, moi, ce que je voulais nommer à cet endroit-là, c'est que elle peut être certes sécurisante d'une certaine manière. On peut se dire, bah, ok, si je fais du travail corporel, le respirant peut dire stop si ça ne lui va pas. Mais il y a quand même des espaces où le stop peut ne pas être prononçable, c'est-à-dire que la personne, elle ne peut pas arriver à sortir des mots, voire ne peut même pas être pensable, c'est-à-dire dans l'espace où elle se trouve, on peut même, c'est même pas, on n'y pense même pas, quoi. Donc, je pense que c'est très important en tant que facilitateur d'avoir cette petite pensée en tête, de dire attention, peut-être que la personne avec qui je suis, elle est peut-être pas capable de dire stop ou elle n'y pense même pas. Donc là, je voulais parler, donc là, c'est un petit peu la sage-femme qui parle, des positions maternelles et fétales et comment ça modifiait en fait l'arrivée au monde de l'enfant. Donc j'ai amené pour ça mon bassin et mon bébé, mes outils de sage-femme. Hop. Je vais faire attention que sur Zoom, ils voient bien aussi. Vous aussi, ça va? Donc, la position classique des femmes à l'heure d'aujourd'hui, pas avant, hein, mais ces quelques dernières décennies, c'est la position gynéco sur le dos. Donc, vous voyez que le sacrum est en bas et le pubis est en haut. La plupart des enfants naissent et s'engagent dans le bassin en position de la tête, le visage vers le sacrum. Donc, en occipito, c'est là l'occiput pubien. Donc, la plupart des enfants, à l'heure d'aujourd'hui, ils naissent en se présentant visage vers le sol, en regardant le sol. Cependant, certains enfants se tournent dans une autre direction et naissent comme ça. Si la mère, par contre, est positionnée sur le côté, eh ben, l'enfant en occipito-pubien va naître entre la terre et le ciel. Et si la femme est, par exemple, en position quatre pattes ou le ventre vers le bas, en position accroupie, un petit peu penché en avant, l'enfant va naître, s'il est toujours, comme la majorité des enfants, en occipito-pubien, il va naître le regard vers le ciel. Donc, je trouve que c'est vachement intéressant d'avoir conscience de ça, parce que suivant les naissances qu'on va avoir en respiration holotropique, on va avoir des postures que prennent les enfants qui peuvent être différentes en fonction soit de la position dans laquelle leur mère était pour la naissance, soit une tentative de naître autrement, parce que peut-être ça leur a pas convenu. Alors, c'est là le moment de la petite vidéo. Donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder comment l'enfant s'engage dans le bassin et cette rotation de pas de vis et le passage des épaules qui est super intéressant à voir pour que si on le rencontre en respiration holotropique, qu'on puisse voir à quoi ça ressemble. Alors, je prie pour que ça marche. Et c'est là que ça va pas marcher. Ouais, ouais. On va essayer comme ça. Ça, j'avais pas pensé que la vidéo, elle allait pas passer. C'est dommage, hein? Si. Toi. Ouais. Oui. Ah, c'est là. Eh ben, super. Activer le contenu. Hop. Et du coup, ça. Et si je le remets comme ça, hop. C'est bon? Ça se lance là? Avant le début de l'accouchement est très variable d'une parturiente à l'autre et sous la dépendance de la parité et de facteurs essentiellement posturaux. Pour s'engager dans le diamètre oblique gauche, avant le travail ou pendant celui-ci,
La tête doit parfaire sa flexion sur les reliefs du détroit supérieur pour n'opposer au cylindre de descente qu'un plus petit diamètre, le sous-occipito-frontal ou le sous-occipito-brégmatique. Essentiellement poussé par l'action des contractions utérines, le fœtus progresse et sa tête descend dans l'axe d'engagement ombilico-coccygien. À la sortie du cylindre de descente, le hamac musculaire des releveurs provoque la rotation de la tête en antéro-postérieur, occiput en avant, vers la fente urogénitale, en même temps qu'elle descend le long du sacrum. Si l'axe global du fœtus correspond à l'axe d'engagement, le front bute sur la partie basse du sacrum et la tête se fléchit au maximum avant d'incurver sa progression vers le détroit inférieur, suivant la courbure sacrée. L'occiput, puis le sous-occiput, se présentent sous l'arcade pubienne, progressant selon un axe horizontal. Lorsque le sous-occiput se fixe au bord inférieur de la symphyse, la tête peut amorcer sa déflexion qui va permettre son dégagement en ampliant à l'extrême le périnée postérieur, amenant la vulve à l'horizontale. C'est autour de ce moment que l'épaule postérieure s'est engagée dans le sinus sacro-iliaque, diminuant la tension des muscles latéraux du cou et favorisant le mouvement de déflexion de la tête dont le front, les yeux, le nez et le menton se succèdent à la fourchette vulvaire. Dégagée de la fente musculaire du périnée, la tête fœtale reprend sa position perpendiculaire à l'axe des épaules par un mouvement nommé restitution. Spontanément, sous l'effet des efforts expulsifs ou favorisés par une action d'abaissement de la tête sans traction axiale, l'épaule antérieure glisse sous la symphyse et le membre supérieur peut se dégager. L'épaule postérieure parcourt ensuite le périnée et l'autre bras se dégage spontanément pendant la suite de l'extraction. Le niveau de descente de la présentation a... Après, le reste, donc voilà, je voulais vraiment montrer ce mouvement de la tête. Alors, on ne voit pas trop sur le schéma, mais il y a quand même la tête qui cherche comme ça. Nous, quand on surveille la naissance en tant que sage-femme, on sent sous nos doigts en fait que la tête, elle cherche son chemin, qu'elle bouge, qu'elle tourne, etc. Et après, donc, il y a ce passage de la tête et après une épaule et puis l'autre. Et donc, il y a vraiment ce mouvement, un moment de presque de 90 degrés de rotation qui se fait. Donc, ce que j'ai trouvé intéressant, moi, dans mes expériences en RH et en assistana, c'était de pouvoir simuler les contractions, enfin, pour permettre un revécu de naissance qui soit le plus réaliste possible, le plus réel, c'est de simuler les contractions utérines autour du respirant. Et puis, de voir ce moment où la tête, elle essaye de fuir. Et quand on va pour proposer une naissance, c'est d'adapter la largeur du canal. Donc, j'ai mis ni sadique ni complice, c'est-à-dire ni quelque chose qui est trop étroit où en fait on bloque la naissance parce que c'est pas l'objectif non plus, mais ni complice, c'est-à-dire d'avoir quand même un espace qui soit suffisamment restreint pour que la personne puisse vraiment sentir ce moment de passage et cette nécessité d'y aller, d'être là pour la vie et de faire son passage vraiment. Et je trouve que c'est aussi important de se rendre compte que le bébé, il est dans un utérus quand il naît, et donc il est dans une poche fermée, et son corps est tout contenu par l'utérus. Et donc en RH, vivre une naissance, mais sans qu'il y ait de contenant extérieur et que l'enfant puisse pas pousser sur ses jambes ou avec son corps pour pouvoir s'extraire, pour moi, il manque quelque chose. Ensuite, je voulais parler du cordon ombilical parce que c'est un mythe collectif et que j'ai beaucoup rencontré dans mon métier de sage-femme. C'est qu'en fait, on a tous l'impression que ah, ça y est, s'il y a le cordon autour du cou, le bébé va souffrir, va étouffer, etc. Or, pendant la grossesse, en fait, tant que le fœtus est fœtus, tant qu'il n'est pas devenu nouveau-né, tant qu'il n'est pas sorti,
l'oxygène, il l'a directement par le cordon ombilical. Donc, l'hypoxie, elle peut s'effectuer uniquement par compression du cordon ombilical entre l'utérus et le fœtus. C'est la seule façon, en fait, de manquer d'oxygène pour le nouveau-né. Et nous, on le voit parce que ça impacte le rythme cardiaque fœtal. Quand le fœtus manque d'oxygène, son cœur ralentit. Et c'est là qu'on comprend qu'il peut y avoir une souffrance fœtale. Et certaines fois, un bébé peut avoir le cordon autour du cou et qu'il ne soit pas du tout comprimé au moment du passage. Donc, il n'y a pas de souci. Et d'autres fois, des fœtus qui ont des cordons qui ne sont pas autour du cou peuvent avoir comprimé, par exemple, s'il est proche d'une épaule et qu'il est comprimé entre l'utérus et l'épaule. Et il peut y avoir cette sensation d'étouffement, d'hypoxie. Donc, si je le nommais ici, c'était juste pour être vigilant aux interprétations qu'on pourrait faire en tant que praticien. Voilà, donc je voulais terminer par cette citation. On ne sait jamais quand on est, l'accouchement est une simple convention. Beaucoup de gens meurent sans être jamais nés, d'autres naissent à peine, d'autres mal comme avortés. Certains, par naissances successives, passent de vie en vie, et si la mort ne venait pas les interrompre, ils seraient capables d'épuiser le bouquet des mondes possibles à force de naître sans relâche, comme s'ils possédaient une réserve inépuisable d'innocence et d'abandon. Et je voulais vraiment insister sur ces deux derniers mots que j'aime beaucoup, l'innocence et l'abandon. Et pour moi, c'est vraiment une posture à avoir en fait en tant que facilitatrice. Je parlais tout à l'heure de l'humilité, mais aussi l'innocence pour moi, c'est l'esprit du débutant qu'on disait tout à l'heure justement. Euh, de ne pas savoir en fait qu'est-ce qui se passe et donc d'être toujours dans cette curiosité et cet abandon parce qu'on parlait aussi tout à l'heure de ce processus et de ce quelque chose qui était à l'œuvre et de la confiance dans le processus. Et voilà, j'aimais bien ces deux derniers mots pour terminer. Merci beaucoup à tous. Constance, CC. Claire Colette, c'est mes deuxième et troisième prénoms. Mais ici au Césum, mes deuxième et troisième prénoms, c'est Confiance et Conscience. C'est ça. Et puis il y en a qui m'appellent Clémence aussi, donc je porte les quatre prénoms. Ah, et s'il y en a encore, j'ai une petite pensée pour Nicolas, s'il me regarde au replay, il saura. Il m'a appelé il n'y a pas si longtemps, Clémence. Tu enlèves le partage? Oui. Hop là. C'est bon là? Non, c'est... Eh ben pourquoi? Ah oui, parce qu'il n'y a pas le... Oui. Voilà, c'est bon comme ça? Constance, déjà, c'est ravie de te voir là. Pardon. Ah oui. Ah oui, moi je vais fermer le mien. Vous me le répétez, hein. Je ferme le mien ou pas? Oui. Je disais, Constance, je suis ravie de te voir là. Je suis très fière de toi, de tout ce chemin parcouru, puisque je n'étais pas loin. Je trouve que un écrit sur respiration eutropique et naissance, c'était évident pour toi. On a accompagné plusieurs fois les naissances ensemble. Voilà. Moi, en ayant appris tout au feeling, et toi pouvant me mettre des mots sur ce que j'étais en train de faire, c'était pas mal. Déjà, c'est un beau travail que tu as fait. Je parle de l'écrit, c'est un bel écrit qui peut nous apprendre à tous, tous les facilitateurs, des choses qu'on ne savait pas, ou mettre des compréhensions sur des situations qui nous étonnaient. Donc ça, c'est super. Euh, Par rapport à ta présentation orale, je trouve que c'est peu parce que il y avait tellement, euh, voilà. Ce que je me disais, c'est pas une question, c'est que
tu n'es plus sage-femme actuellement, maintenant, même si tu accompagnes beaucoup de femmes enceintes, etc. Et ce que je me disais, c'est qu'en fait, d'être facilitatrice en RH, ça devrait t'aider à accompagner des naissances pour de vrai. Et que d'être sage-femme, ça t'aide à accompagner des RH. Et cette rencontre-là, je trouve, est bien mise en lumière dans ton écrit et aussi dans ta présentation. J'ai bien aimé le bassin et le bébé aussi. Euh, si j'avais des questions, j'ai une question. Euh, que dirais-tu? Qu'est-ce qui t'a, comment dire, être sage-femme, qu'est-ce que ça t'a appris de plus important pour la respiration utopique, pour accompagner les naissances en respiration utopique? Qu'est-ce que ça t'a vraiment appris? Ce que ça m'a appris le plus, je dirais, c'est une forme de posture ou d'état de présence, je ne sais pas comment faire, qui était déjà là chez moi dans la RH, parce que c'est comme si j'avais été imprégnée ou imbibée dans les salles d'accouchement par le processus de naissance. Et ça ouvre un espace très particulier dans la salle d'accouchement. Je ne saurais pas comment l'expliquer, mais il y a, il y a quelque chose dans l'air que je ne saurais pas nommer qui se passe au moment de la naissance. Et je dirais que cette disposition d'accueil de la sage-femme, j'ai été comme formée, mais dans ma forme, par contagion, on va dire, dans ces espaces-là de salle d'accouchement. Moi, je suis une sage-femme qui n'a pas fait de salle d'accouchement, donc j'ai jamais accouché en tant que sage-femme professionnelle. J'ai fait que des stages, mais c'est déjà amplement suffisant. Et, et, et c'est cet espace, je dirais l'espace qui peut se créer, qui peut se déployer dans les salles d'accouchement et ce qui m'a beaucoup aidé à être dans cette présence en RH. Je pense que c'est ça. Plus après, ben, forcément, quand il y a des naissances spécifiques, tout ce regard en fait de mes connaissances théoriques sur la mécanique obstétricale qui aide beaucoup aussi. Oui. Alors, bon, ça va? Bon, Non, c'est bien. En fait, je vais prendre le contrepoint, même si je peux aller dans ton sens, mais j'ai envie de prendre le contrepoint de Brigitte, dans la mesure où je me suis dit par moment, et notamment, alors merci d'avoir pris le bassin, le bébé, de nous avoir montré, parce que dans la lecture sur tout ce que tu nous dis autour de la tête, moi, ça m'a fait perdre un peu la mienne, et voilà, je savais plus trop comment tout ça se présentait. Et je me suis dit, en fait, le contraire. À un moment, je me suis dit, en même temps, ça ouvre un champ de sensibilité tout à fait particulier et intéressant, comme tu le dis, mais ça peut faire aussi le contraire et ça peut fermer quelque chose parce qu'effectivement, on, on est des fois dans quelque chose d'assez proche d'une naissance physiologique et parfois on est vraiment dans des dimensions symbolique, et c'est pas du tout, c'est une naissance de passage, d'étape, hein, et que cette situation et toutes tes connaissances vraiment en obstétrique pouvaient être doubles en quelque sorte. C'est ma première remarque. Et, j'ai beaucoup apprécié tout ce que tu nous as dit sur la mythologie du cordon, et tu l'as appelé comme ça. Et voilà, ça ouvre pour moi des questions, en tout cas là autour, dans les accompagnements. Et probablement que cette mythologie du cordon autour du cou, c'est peut-être quelque chose qui se passe, si j'ai bien compris, plutôt de la MPF2 à la MPF3, c'est-à-dire dans le travail de sortie. Et j'ai une question sur les MPF, c'est-à-dire, et sur la question des personnes, effectivement, qui ne les vivent pas. Comme il est clair que les MPF, en tout cas celles qui sont
mal vécue, souffrante, soit dans la phase elle-même, soit dans l'étape. Il y a des empreintes qui se passent. Qu'est-ce qui se passe avec les personnes nées par césarienne? C'est-à-dire, elles n'ont pas ces empreintes-là. Et j'ai envie de dire, quelle empreinte par défaut ça laisse? Alors, tu nous en dis un petit peu, et je pense que probablement dans ta pratique, il y a quelque chose qui s'ouvre là, dans la mesure où si j'ai bien compris, tu rencontres des fois des personnes nées par césarienne et qui viennent te voir pour avoir une naissance par voie basse. Voilà, et j'aimerais t'entendre un petit peu là-dessus. Ça m'intéresse beaucoup sur cette dimension-là. Merci parce que moi, ça me passionne beaucoup tout ça. Du coup, déjà, je pense que ce qui est très important, c'est de prendre conscience que toutes les césariennes ne se valent pas. C'est-à-dire que la césarienne qui est prophylactique, c'est-à-dire que la mère n'a eu aucune contraction, on ouvre le ventre, on sort le bébé, c'est pas la même césarienne pour l'enfant que celui qui est arrivé aux portes, même certains qui ont pu avoir les ventouses et le forceps pour essayer de sortir et qu'on ressort de l'autre côté. Donc déjà, c'est hyper important de dire que entre une césarienne, parce que c'est une stagnation du col, le travail n'avance plus et qu'il y a eu des contractions pendant 10 heures et qu'on sort le bébé comme ça, où la mère n'est pas du tout prête, ça se passe en urgence, etc. C'est pas du tout le même vécu que la césarienne qui est programmée depuis 2 ou 3 mois et qui est préparée. Donc je pense que déjà, ça c'est important. Et si on regarde juste sur la césarienne prophylactique, où là on se dirait que il y a pas de MPF. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que elles y sont, mais avec des empreintes très rapides en fait, parce que le passage, il le fait quand même par voie basse, mais il le fait. Mais ça se passe très très rapidement. Et je pense que ça, c'est d'un point de vue biologique, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose dans nos cellules d'ancestrales, en fait, ce qui fait qu'il y a quand même quelque chose de l'accouchement par voie basse qui est enregistré. Et ce qui me fait penser ça, c'est parce que ces personnes qui viennent, qui sont nées par césarienne ou qui sont nées en siège et qui ressentent le besoin de naître par voie céphalique. Et je pense que là, il y a une mémoire de l'humanité, je dirais, ou voire même des mammifères, de ce besoin de passer par voie céphalique. Et donc, je pense qu'on a quand même tous, il y a notre empreinte de naissance biologique qui doit être importante, mais je pense qu'au niveau plus profond, on a des empreintes de MPF, collective ou humanitaire, je ne sais pas comment dire ça. Humaine. Humaine. Phylogénétique, de notre Ouais, phylogénèse. oui, oui, qui sont peut-être même plus fortes. Parce que comment expliquer sinon que ces personnes qui ont besoin de naître par voie céphalique, de remédier leur naissance par voie céphalique. Bon, après, voilà, je sais pas. Merci pour cet éclairage. Avant de prendre la parole pour dire ce que je voulais te dire, mais sur cette question précise, moi, on a la chance d'avoir Georgette qui est là, cachée dans un coin, et j'aimerais beaucoup lui donner la parole parce que Georgette, pour moi, c'est quelqu'un de très spécial, bon, déjà une amie de très très longue date, et qui a été qui est toujours sage-femme, et qui enseigne l'autonomie. Et je sais que tu as. Et Georgette, peut-être que tu aurais des choses à nous dire intéressantes. Tu veux bien te lever? Je ne sais pas s'ils vont entendre. Viens près de Brigitte pour qu'on t'entende, que les gens sur Zoom t'entendent. Il faut savoir que quand j'ai reçu le papier, je suis vraiment venue pour vous. Parce que je me suis dit, une sage-femme qui parle de la respiration azotropique, je ne peux pas rater ça. Et je vais la soutenir. Moi, j'ai fait, contrairement à vous, tu peux la tutoyer ici, on se tutoie, tu sais. 33 ans de cet accouchement. Et il y a une notion que je voudrais ramener, c'est le moment du dénouement. Alors, je vous explique parce que ça donnerait une étoffe. Pour moi, pour moi, ma pensée, c'est nous sommes des êtres placentaires parlants. Pour la mère qui accouche, elle doit être capable de
entre guillemets, sans jugement, de porter la partie d'elle-même qui accouche et, et être en lien avec l'enfant. Les deux choses. Ensuite, il y a, il y a un espace enfant. Alors, pour l'enfant, vous présentez la tête et moi, je présenterai la base. L'enfant bouge comme ça. Et il peut modeler sa tête à partir de sa base. Donc, mais nous, dans notre éducation obstétricale, on nous montre le bassin et les fontanelles. Donc, il faut aller dans une autre globalité que j'ai appris avec l'autonomie et la respiration holotropie. Parce que c'était pourquoi je suis dit, pour moi, la naissance, c'est sacré. C'est quelque chose où on rentre dans une autre dimension. Et tout, si le moment du déliement, je vais vous expliquer, c'est ce temps où l'enfant est en profondeur et la mère peut aller jusqu'à la profondeur, dans les bons cas, aller jusque dans la profondeur avec lui. Je suis toi, tu es moi. Nous sommes nous. Alors le nous, c'est le Père qui est là aussi, pour que tu sois toi. C'est à ce moment-là où il accepte de se séparer de son placenta. Et bien sûr que le temps de l'événement évoluer dans les césariennes, évoluer dans les forceps, les extractions, évoluer dans toutes les interventions. Quand j'ai vu le titre de l'école de sage-femme, c'est une bonne école de sage-femme, hein. C'est comme un coucher de soleil. Maintenant, on maîtrise le temps. On raccourcit, on déclenche. Voilà. Donc, toute cette dimension-là, c'était juste, je voulais apporter ça. C'est pas forcément pour la ramener, mais pour que dans la finesse que tu présentes, tu puisses aller plus profond dans cet espace-là. Et moi, quand je faisais, bien que formée en autonomie, bien que formatrice en autonomie, quand j'allais faire des respirations holotropiques, c'était beaucoup plus simple pour accompagner. On est plus dans une dimension d'ouverture, de confiance, et c'est quelque chose de cette nature-là. Dans la formation d'apto-obstétrique, on fait des revêtus de naissance de manière autonomique, avec des bruits du cœur, la personne et on soutient la base. Et on voit bien comment démarre la naissance. Il y a une femme qui était sage-femme, elle s'installe, et ah non, non, ça ne va pas, je ne fais pas ça. Elle nous engueule. Puis après, le lendemain, elle revient, elle me dit, mais moi, je suis née par le siège. Je ne peux pas avancer que la tête. Donc, ça lui allait. Donc, on a refait le vécu par le siège. Et je m'en voulais, moi, intérieurement, parce que je n'avais pas senti ça. Je n'avais pas compris. Donc, vous allez rentrer dans un monde de nuances. C'est ça. Et si je m'abuse, que vous appelez le dénouement, déliement, ça s'appelle aussi la délivrance. Non, non, c'est encore autre chose. Le déliement, c'est... J'ai beaucoup lutté en autonomie pour qu'on aborde cette notion-là. Parce que les petits qui venaient d'autonomie ne pensaient pas, les sages-femmes non plus, les obstétriciens non plus. C'est quand l'enfant s'implante, in utero, la conception se fait, la femme, enfin, naturellement, hein, la femme n'est pas au courant qu'il y a une implantation. Elle sent, c'est l'enfant qui lui suggère,
hormonalement qu'il est là. Quand l'enfant, à son moment du déliement, c'est faut aller dans cette profondeur pour délier tous les liens non conscients, non sus, hormonaux, organiques, avec l'enfant et que chacun fasse ce travail. C'est un processus, en fait. Voilà, c'est un processus profond. Aussi énergétique. Et c'est vraiment à ce moment-là, alors, j'ai eu la chance, moi, de découvrir une naissance avec une femme paraplégique qui était paraplégique depuis des 4. Elle était venue faire de l'autonomie en début du process. Et puis, 3 jours après, je me dis, mais je suis folle. Elle sent le bébé et elle ne peut pas sentir sa profondeur, il faut qu'elle se sonde. Je suis folle, je l'ai trompée. Donc, j'appelle Franck Wellman pour lui dire, je suis folle, voilà ce qui s'est passé, je crois que je suis un peu folle. Alors, C'est vrai. alors, Mais d'accord. et, mais je lui dis, j'ai pas le droit de la tromper, vu l'état de son état. Donc, ce qui l'a intéressé, c'est que je lui ai dit, j'ai pas le droit de la tromper. Donc, il m'a posé des questions très précises, et puis il m'a dit la pathologie qu'elle risquait, tout le risque d'être enceinte, voilà, et de faire la voix basse. Et il m'a dit, il faut que je la voie. Il la reçoit dans un stage, que je fais ici, et en 3 minutes, il a contacté la profondeur de cet endroit-là, profond en elle. Il lui a dit, est-ce que vous pouvez accoucher? Elle a dit oui. Et moi, j'étais dans la pièce, et je me suis dit, oulala, il faut que je sois à la hauteur, là. Parce que... Et ce qui est très intéressant, c'est que le lendemain, elle m'a appelé parce qu'elle avait soi-disant, c'était à 5 mois de grossesse, qu'elle avait perdu les os. Et moi, tout de suite, je me suis dit, oh, c'est pas possible. Elle serait pas chez. Je lui ai dit, vous êtes où? Elle me dit, chez moi. Je lui ai dit, une mère qui perd les os à 5 mois de grossesse, elle va à l'hôpital. Donc, j'avais senti la mère chez elle. Donc, elle n'a pas perdu les os. Je lui ai dit, je suis sûre que vous n'avez pas perdu les os. Je viens vous voir quand je sors de garde. Je vais la voir. Elle était couchée. Alors, elle ne sentait rien, hein. Elle était couchée. Son mari la contactait dans ses jambes. Et je me suis dit, bon, ça va ici. Et puis, tout d'un coup, elle me regarde. Puis, les gens, ce que je ne peux pas supporter, c'est de sentir. Elle avait retrouvé les connexions profondes. Et alors, elle s'est débrouillée, il fallait trouver où elle allait accoucher. Elle s'est débrouillée pour venir à Pithiviers. Elle a charmé le chef de service. Elle a charmé toute l'équipe. Elle est arrivée en garde avec les plus anciennes sages-femmes. Et les anciennes sages-femmes m'ont appelé. On était toutes les 3 dans la salle. Et c'était ce dont vous parlez, la naissance. Là, j'ai senti, je tenais les pieds de cette femme, je l'accompagnais, et c'était l'enfant qui me disait quoi faire, parce qu'elle ne pouvait pas faire la motilité du bassin pour accompagner c'était le bassin avital par excellence. Donc, je l'ai accompagnée, j'ai senti l'engagement. Je n'avais pas le droit de faire un toucher vaginal parce que ça, le toucher comme ça, pas de contact, le toucher déclenchait des chroniques. Donc, elle pouvait tomber en coma et tuer l'enfant. Donc, on était comme ça. Mes collègues étaient complètement présents. Et j'ai tout senti, l'engagement, et mes mains faisaient ce qu'il y avait à faire pour elle. Et c'est là que j'ai senti le déliement m'a été donné à ce moment-là. Voilà. Merci. Donc, dans Georgette, les elle a plein revues de d'histoires naissance, il y a comme tout ça. ça qui vient. Le déliement qui n'a pas lieu, la césarienne prophylactique qu'on fait avant terme et tout ça,
c'est terrible pour l'enfant. Parce qu'on ne l'a pas prévenu. Même si la mère, elle est bien prévenue, tout ça, c'est bien pour la mère, mais pas pour l'enfant. Et c'est plein de choses comme ça. Mm. Donc, c'est tout ça que vous abordez dans la respiration holotropique. Mais je suis très touchée hein, de votre travail parce que je suis contente d'être venue. Merci, Merci. Bon, bon, ça me paraît bizarre de dire maintenant ce que je vais dire après, parce que ça ouvre sur quelque chose de beaucoup plus vaste, quoi. Donc, bon, je voulais quand même te dire que c'est une question. Tu as mis combien de temps à écrire ton article? Je l'ai écrit sur le printemps, je sais pas, 8 heures, 10 heures, j'en sais rien. Bon, c'est pas, on parle des heures du travail, mais bon, vous voyez, elle a mis 8 heures, 10 heures. Quand vous allez lire son article, j'ai trouvé ça extrêmement fluide. C'est ce qui me semblait que tu l'avais écrit très vite quand on a dit des trucs, là, tu t'y es mis, puis quelques jours après, on reçoit l'article, qui est un travail quand même très, très abouti. Moi, j'ai beaucoup aimé le style, j'ai beaucoup aimé ta présence, ton engagement. Enfin, on sent à la fois ton engagement personnel et et ton engagement, ta motivation professionnelle. Il y a vraiment les deux aspects qui se sentent très bien. Enfin, moi, je trouve ça extrêmement, extrêmement fluide. Et puis avec déjà, parce que ça fait pas très longtemps quand même que tu pratiques FRH15, ça s'est C'est terminé. juin 2019, mais la première RH que j'ai fait en avril 2019. Voilà, bon, c'est ça. Et tu as été diplômée en 2021, enfin, t'as fini la formation en 2021, d'après ce que je crois. Hein. Bon, bah, tu as déjà des questionnements quoi, et des remises en question, et ça, c'est vraiment riche. Donc, ça me donne vraiment confiance dans ta pratique. Bon, j'aime beaucoup ta maïotique de l'âme aussi, j'ai envie de le dire, parce que tu vois, je te trouve très aussi créative. Et bon, et puis tu as rajouté, elle a tout un glossaire à la fin. Enfin bon, c'est un travail bon, très. Hein. Et j'avais des petites questions, mais c'est pas des questions comme ça sur le fond, donc c'est beaucoup plus. Tu fais respirer holotropiquement des femmes enceintes? Pas encore. Bon, d'accord. Okay. Et puis, je voulais aussi te dire deux petites choses par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Quand tu as parlé de la règle du stop, et c'est bien que tu insistes là-dessus. Et c'est vrai que parfois le stop n'est pas prononçable ou pas pensable, mais nous, quand on accompagne, on peut rappeler à la personne, n'oublie pas, ou souviens-toi que tu peux dire stop. Voilà. Donc, à ce moment-là, ça ramène le truc. Bon, si la personne n'était pas connectée à cette possibilité, bon, c'est assez rare d'ailleurs qu'il le fasse à ce moment-là, mais c'est important parce que ça témoigne du respect qu'on a pour l'autre et des possibles limites. Et du coup, si on n'a pas ce stop à ce moment-là, ça nous autorise aussi d'aller plus profondément dans le travail. Et puis, je voulais aussi quand même te signifier quelque chose. Bon, je pense que on est tous d'accord et tu insistes beaucoup dans ton travail sur l'importance de l'empreinte dans le corps on pourrait dire de la puissance, entre guillemets, de transformation du travail corporel pour délivrer de ces engrammes. Bon. Mais souvenez-vous quand même que Groff, il a commencé son travail, ses recherches et toute l'élaboration des matrices périnatales avec le travail psychédélique, qui était quand même moins corporel parce que c'est plus intériorisé. Et même avec la respiration holotropique, il y a des gens qui n'ont pas bougé du tout pendant une séance et qui vous disent « Ah, ben j'ai revécu ma naissance. » Et c'était quand même très utile, quoi, je ne sais pas comment dire. Bon. Donc, alors, c'est une question ouverte, moi, je n'ai pas la réponse. Est-ce que dans ces cas-là, il leur manquerait la libération corporelle? J'en sais rien, mais en tout cas, ça semble avoir quand même enfin, pour eux, c'est quand même une expérience réparatrice, etc. Hein. Je voulais juste signifier ça, qu'il faut qu'on garde ça présent à l'esprit, que ça peut aussi se passer comme ça. Bon. Et puis toi, bon, mais ça, je vais dire une évidence, tu as centré ton travail sur les revécus de naissance en respiration holotropique. Bon, mais bien évidemment, il y a beaucoup d'autres types d'expériences. La respiration holotropique ne se résume pas à revivre sa naissance, mais je sais bien que tu le sais. Ça me paraissait, j'avais juste envie de le dire. Voilà.
bon, voilà. Bravo. Ah ouais, bravo, Bravo. c'est super. Je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, mais moi j'ai trouvé, surtout une fois que j'ai lu la liste de tout, j'ai trouvé que les thèmes de cette certification sont très variés. Ils sont super, enfin, je sais pas si ça vous a frappé, ils sont super originaux pour la plupart. Il y a beaucoup de neufs. Mm. Et tu fais partie du neuf. On commence quand même. Ok, merci beaucoup.